Nous allons travailler sur les fonctions cosinus et sinus et on va donc commencer par rappeler la définition du cosinus d'un nombre réel et du sinus d'un nombre réel. Donc tout commence avec un cercle appelé le cercle trigonométrique de centre O que je vous présente ici, qui a une particularité, c'est que son rayon est égal à 1. Ensuite, ce cercle trigonométrique est muni d'un sens direct. Sur ce cercle trigonométrique vont être enroulés en fait les nombres réels à partir du point I. À savoir que les nombres positifs seront enroulés dans le sens direct et les nombres négatifs seront enroulés dans le sens contraire. Alors comme notre rayon à ce cercle trigonométrique est égal à 1, sa circonférence ou son périmètre est égal à 2π. Ainsi, lorsqu'on enroule le nombre 2π à partir du point I, finalement on fait un tour et on revient sur le point I. Maintenant, si on enroule le nombre 0, en fait, on reste au point I. Donc le point I déjà peut être représenté par l'enroulement du nombre 0 ou du nombre 2π. Mais si on prend le nombre moins 2π, dans ce cas-là, comme il est négatif, on fait l'enroulement mais dans le sens indirect. Et on revient quand même sur le point I. Donc au final, le point I peut être représenté par le nombre 0, le nombre 2π ou le nombre moins 2π. Mais si par exemple on faisait un deuxième tour dans le sens direct, cette fois-ci on fait 2 fois 2π, ce qui fait 4π. Ou alors même 3 tours, 6π, et on reviendrait encore sur le point I. Et de la même manière, en faisant des tours dans le sens indirect, donc par exemple pour moins 4π, moins 6π, on reviendrait en fait sur le point I. Ainsi, avec le nombre 2π, on fait un tour. Mais pour faire un demi-tour, et donc arriver de l'autre côté, il nous faut la moitié de 2π, c'est-à-dire π. Pi, ça sera dans le sens direct, mais si on va dans le sens indirect, on prendra le nombre moins pi. Ensuite, pour faire un quart de tour, ça veut dire qu'on a fait la moitié du demi-tour. Ainsi, on prendra le nombre pi qu'on divisera par 2, et donc avec le nombre pi sur 2, on arrive ici sur le point J. Et avec le nombre moins pi sur 2, cette fois-ci, on ira dans le sens indirect et on arrivera sur le point précisé ici en bas de notre cercle. Mais ce même point obtenu peut être représenté à l'aide du nombre 3π sur 2, puisque pi sur 2, on arrive au point J, 2π sur 2, on arrive ici au nombre pi, et 3π sur 2, vous revenez sur le point obtenu avec la valeur moins pi sur 2. Et donc l'enroulement de 3π sur 2 nous amenant ici sur le point en bas, avec le nombre moins 3π sur 2, on va dans le sens contraire et on arrive sur le point J. Alors maintenant qu'on a revu cet enroulement des nombres sur notre cercle trigonométrique, on va pouvoir rappeler la définition du cosinus d'un nombre et du sinus d'un nombre. Tout d'abord, dans notre cercle trigonométrique, nous allons y placer un repère. O, le centre du cercle, sera l'origine. Ensuite, vous avez moins 1 en abscisse, 1 ici en abscisse, moins 1 en ordonnée, 1 en ordonnée. Pour un nombre donné, donc par enroulement, on arrive sur un point du cercle. Ce point, dans ce repère, aura une abscisse, une ordonnée. L'abscisse du point P sera appelée le cosinus du nombre x. L'ordonnée du point P sera appelée le sinus du nombre x. Et nous avons déjà deux remarques à faire. Puisque notre abscisse est comprise entre moins 1 et 1, on pourra donc dire que pour n'importe quel nombre réel, le cosinus de x sera compris entre moins 1 et 1. De la même manière, nos ordonnées seront nécessairement comprises entre moins 1 et 1, ainsi le sinus de x sera toujours compris entre moins 1 et 1. Et nous avons aussi la relation suivante entre le cosinus et le sinus d'un nombre. Pour tout x de R, le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré est égal à 1. Qu'on notera aussi de la manière suivante, cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Cette relation peut être expliquée dans la configuration que vous avez ici, notamment dans le triangle rectangle que j'ai construit. Nous avons un rayon ici qui vaut 1, qui correspond en fait à l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Nous avons un côté dont la longueur correspond au cosinus de x. Nous avons un autre côté dont la longueur correspond au sinus de x. Et donc d'après le théorème de Pythagore, le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré sera égal à 1 au carré, qui est égal à 1. Alors quelques valeurs particulières à connaître concernant le cosinus et le sinus. Tout d'abord, quand x est égal à 0, dans ce cas, par enroulement, nous arrivons au point I. L'abscisse de ce point, dans le repère construit, son abscisse c'est 1. Donc le cosinus de 0, c'est 1. Ensuite, l'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc le sinus de 0, c'est 0. Concernant la valeur x égale pi sur 2. À pi sur 2, nous arrivons au point J. Son abscisse, c'est 0. Donc le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et son ordonnée, c'est 1. Donc le sinus de pi sur 2, c'est 1.
Alors intéressons-nous aux cosinus et sinus des valeurs suivantes, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, qu'on retrouve ici donc dans le cercle trigonométrique. Alors pour les positionner, eh bien pour pi sur 4, nous avons en fait un angle avec l'axe des abscisses qui est de 45 degrés, tout simplement parce que pour pi sur 2, nous avons un angle droit, donc en divisant par 2, on récupère bien un angle de 45 degrés. Pour ce qui est de pi sur 3, pourquoi 60 degrés? Eh bien parce que le demi-tour qui correspond au nombre pi correspond à un angle de 180 degrés, donc en divisant par 3, et vous obtenez 60 degrés. Et en divisant encore par 2, eh bien pi sur 3 divisé par 2, ça vous faudra pi sur 6, et avec un angle donc de 30 degrés par rapport à l'axe des abscisses. Alors dans le tableau, vous trouvez les valeurs donc des cosinus et sinus pour ces nombres pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Pour les retrouver, voici une méthode. Sachant positionner pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, ensuite on lit les cosinus donc sur l'axe des abscisses. Et bien là, il suffit de compter les positions, à savoir première position, deuxième position, troisième position. Et là, pour les retenir, eh bien on écrit 1, 2, 3, on met une racine carrée sur chacun et ensuite on divise par 2. Et racine carrée de 1, ça fait 1, donc le cosinus pi sur 3 eh bien, est égal à 1,5 comme écrit dans le tableau. Et pour les sinus, on va faire pareil, c'est-à-dire que pour chacune de ces valeurs, eh bien, on va lire le sinus sur l'axe des ordonnées, ensuite on va dire première position, deuxième position, troisième position en montant. Donc on compte 1, 2, 3, on met une racine carrée sur chacun, on divise par 2 et vous avez les valeurs des sinus, donc des nombres pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Avec la particularité, racine de 1 c'est égal à 1, donc le sinus de pi sur 6 est égal à 1,5. Donc ce qui permet en fait une mémorisation géométrique avec une certaine symétrie. Donc ensuite on pourra en déduire les valeurs des cosinus et sinus pour moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, moins pi sur 2, et aussi pour les valeurs 2 pi sur 3, 3 pi sur 4 ou 5 pi sur 6. Alors une propriété maintenant qui va nous servir dans l'étude en fait des fonctions cosinus et sinus. Prenons un nombre x et son opposé. Eh bien, on peut remarquer qu'on atteint des points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc au final, le cosinus de x sera égal au cosinus de moins x. Voici pour la première propriété. Par symétrie, le sinus de x sera à l'opposé du sinus de moins x. On aura donc la relation suivante, sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors nous continuons avec une deuxième propriété dont on va avoir besoin par la suite. Considérons un nombre x. À ce nombre, on associe un point sur le cercle. Et donc en abscisse, nous lisons cosinus de x, en ordonnée, le sinus de x. Maintenant, considérons par exemple le nombre x plus 2 fois 2pi. 2pi, c'est un tour. 2 fois 2pi, c'est 2 tours. Plus x, ça veut dire que par rapport à x, eh bien, vous faites 2 tours dans le sens direct. Vous récupérez le même point, donc le même cosinus et le même sinus. Lorsqu'on parle de x maintenant, moins 3 fois 2pi. Eh bien, 2pi c'est un tour, 3 fois 2pi c'est 3 tours, mais avec un signe moins, vous allez faire 3 tours dans l'autre sens par rapport à x. Donc autrement dit, vous allez récupérer encore le même point, d'où le même cosinus et d'où le même sinus. Et de manière générale, ce qu'on va appeler k fois 2pi, 2pi c'est un tour, k fois 2pi c'est k tours par rapport à x. Et vous allez récupérer le même point. Donc vous aurez le même cosinus et le même sinus. Et on aura la relation suivante. Le cosinus de x plus k fois 2pi est égal au cosinus de x. Le sinus de x plus k fois 2pi est égal au sinus de x avec k anti-relatif. Et nous allons nous intéresser maintenant aux fonctions cosinus et sinus. Tout d'abord, la définition. Eh bien, la fonction cosinus est la fonction qui à tout nombre réel associe le cosinus de x. La fonction sinus est la fonction qui à tout nombre réel x associe le sinus de x. Et maintenant, je vais vous montrer une illustration en fait qui permet d'appréhender un petit peu mieux les variations de ces deux fonctions sur l'intervalle 0 de pi. Donc je vous propose tout d'abord une illustration des variations du cosinus, donc lorsque x va varier de 0 à 2pi, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un tour. Donc pour ceci, vous avez un point associé au nombre x et en abscisse le cosinus du nombre x. Et on va donc observer ce que devient le point ici qui représente le cosinus de x, donc quand x va varier de 0 à 2pi quand on va faire un tour. Donc quand x varie de 0 jusqu'à 2pi, on s'aperçoit tout d'abord que le cosinus diminue. Et puis ensuite, le cosinus va réaugmenter lorsqu'on va revenir au point de départ. Si on revient en arrière maintenant et qu'on essaie de préciser un peu les choses, on s'aperçoit que lorsque x va faire un demi-tour, c'est-à-dire varier de 0 jusqu'à pi, le cosinus a diminué de 1 jusqu'à moins 1 en abscisse. Ensuite, pour le demi-tour suivant,
donc de pi jusqu'à 2pi, et bien cette fois-ci, le cosinus augmente jusqu'à atteindre la valeur 1. Intéressons-nous maintenant aux variations du sinus. Donc même chose, à un nombre x, on associe un point sur le cercle. Cette fois-ci, l'ordonnée du point correspond au sinus. On va donc observer ce que devient ce point lorsque x va varier de 0 jusqu'à 2pi, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un tour. Donc observons les variations de ce sinus lorsque x varie de 0 jusqu'à 2pi. Donc lorsque x varie de 0 jusqu'à 2pi, pour l'instant on voit que le sinus a augmenté jusqu'à la valeur 1. Et ensuite, il redescend jusqu'à la valeur moins 1 pour enfin remonter jusqu'à la valeur 0. Alors quand x est à 0, eh bien le sinus 0 ça fait 0. Maintenant lorsque x commence à varier, nous observons que le sinus augmente jusqu'à ce que x atteigne la valeur pi sur 2. Arrivé à pi sur 2, nous avons un sinus qui vaut 1. Maintenant, une fois que x a dépassé la valeur pi sur 2, eh bien le sinus il diminue jusqu'à atteindre la valeur moins 1 quand x est à 3 pi sur 2. Et ensuite, lorsque x continue son parcours jusqu'à 2pi, eh bien, le sinus remonte jusqu'à la valeur 0. Donc voici le bilan des variations du cosinus lorsque x varie de 0 jusqu'à 2pi. Nous avons une fonction cosinus qui est décroissante sur l'intervalle 0pi et croissante sur l'intervalle pi 2pi. En 0, le cosinus vaut 1. En pi, le cosinus vaut moins 1. En 2pi, le cosinus vaut 1. Ensuite, en pi sur 2 et en 3 pi sur 2, c'est-à-dire quand on est à pi sur 2 et à 3 pi sur 2, nous avons le cosinus qui vaut 0. Et en bilan donc de cette illustration, eh bien, la fonction sinus est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, puis décroissante sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, et enfin croissante sur l'intervalle 3 pi sur 2, 2 pi. Ensuite, sinus 0, ça fait 0, sinus pi sur 2, ça fait 1, sinus pi, ça fait 0, sinus 3 pi sur 2, ça fait moins 1, et le sinus de pi est égal à 0. Et donc voici la représentation graphique de la fonction cosinus sur l'intervalle 0 de pi. Donc nous avons une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0 pi, puis croissante sur l'intervalle pi de pi. En 0 et en 2pi, la valeur de cosinus c'est 1, en pi, la valeur c'est moins 1, et en pi sur 2 et 3 pi sur 2, la valeur du cosinus c'est 0. Et voici la représentation graphique de la fonction sinus sur l'intervalle 0 de pi. Donc nous avons bien une fonction croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, puis décroissante sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, et croissante sur l'intervalle 3 pi sur 2, 2 pi. Avec les valeurs suivantes, en 0, en pi et en 2 pi, le sinus est égal à 0, en pi sur 2, le sinus est égal à 1, et en 3 pi sur 2, le sinus est égal à moins 1. Alors nous avons revu que pour tout nombre réel, eh bien, le cosinus de x plus 2pi est égal au cosinus de x, et que le sinus de x plus 2pi est égal au sinus de x. Eh bien, par définition, on dira que cosinus et sinus, ce sont des fonctions qui sont périodiques de période 2pi. Et avec une conséquence graphique, à savoir que les courbes représentatives de ces fonctions sur un intervalle de longueur 2pi eh bien, vont se répéter de manière infinie. Alors cette relation cosinus de x plus 2pi égale cosinus de x nous donne l'information suivante, c'est que si on prend une abscisse x et qu'on se décale de 2pi, eh bien nous devons avoir la même image. Ce qui fait que tous les 2pi, en fait, ça doit se répéter. Donc comme on a vu la représentation graphique de notre fonction cosinus sur un intervalle de longueur 2pi, eh bien cette partie de courbe va se répéter indéfiniment. De même pour la fonction sinus, comme le sinus de x plus 2pi est égal au sinus de x, ça veut dire que à une abscisse et à une autre abscisse décalée de 2pi, eh bien on doit avoir la même image. Autrement dit, tous les 2pi, ça va se répéter. Connaissant la représentation graphique du sinus sur l'intervalle 0,2pi, eh bien cette représentation graphique va se décaler ou en fait va se répéter indéfiniment. Alors cette répétition peut se faire donc vers la droite, c'est-à-dire quand x va tendre vers plus l'infini, ou vers la gauche, mais pour ce qui est des nombres négatifs, eh bien je vous propose une autre propriété des fonctions cosinus et sinus. Alors avant ça, une définition sur ce qu'on appelle la parité d'une fonction. Prenons une fonction f définie sur R, on dira qu'une fonction est paire si pour tout x de R, eh bien f de moins x est égal à f de x. Une fonction sera dite impaire si pour tout x de R, f de moins x égale moins f de x, avec une conséquence graphique qu'on voit maintenant. Alors commençons avec l'interprétation graphique d'une fonction paire. Par définition, on doit avoir f de moins x égale f de x. Ça veut dire que si on prend une abscisse et son opposé, nous devons avoir la même image. Si nous devons avoir la même image, ça veut dire que les points
associés sur la courbe, eh bien, vont avoir une particularité graphique. Nous allons avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, pour une fonction paire, eh bien, la représentation graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est une symétrie axiale. Concernant les fonctions impaires, c'est-à-dire vérifiant la relation f de moins x égale moins f de x, ça veut dire qu'entre un nombre et son opposé, vous devez avoir des images qui sont aussi opposées en raison du signe moins devant f de x. Nous devons avoir des images qui sont opposées. Ainsi, concernant les points correspondants, eh bien nécessairement les points de la courbe correspondants, eh bien cette fois-ci auront une symétrie mais par rapport au centre, par rapport à l'origine en fait du repère. Donc on parlera ici de symétrie centrale. Et nous retiendrons donc que la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère, c'est une symétrie centrale. Alors sauf que nous avons vu en propriété que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Donc cette fonction cosinus est paire. Nous avons vu aussi que le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc la fonction sinus est impaire. Ce qui veut dire que la courbe représentative du cosinus devra être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, tandis que la courbe représentative de la fonction sinus aura une symétrie par rapport à l'origine du repère. Et nous arrivons ainsi à obtenir la courbe représentative de nos deux fonctions sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Si on regarde la fonction cosinus, donc nous l'avions construite sur l'intervalle 0 plus l'infini, et bien maintenant, en faisant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et bien vous avez la partie de la courbe sur moins l'infini 0, et vous voilà avec la courbe représentative de cette fonction cosinus sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. En ce qui concerne la fonction sinus, nous avions la représentation graphique de cette fonction sinus sur l'intervalle 0 plus l'infini, et en faisant une symétrie centrale, une symétrie par rapport donc à l'origine du repère, eh bien nous obtenons la partie de la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle moins l'infini 0. Et donc maintenant vous avez ici donc en rouge l'allure générale de notre fonction sinus sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini.